merci en tout cas à vous qui êtes là pour cette donc 10e et dernière séance de ce premier cycle de vidéoconférence que nous avons lancé au cœur du confinement, il y a déjà 4 mois, presque 4 mois et demi. À ce moment-là, les musées étaient fermés, il s'agissait de préparer leur réouverture. Nous recevions des messages de membres et nous avions ressenti comme une urgence de rompre l'isolement en ouvrant virtuellement un espace de dialogue entre tous ceux qui le voulaient. Je crois que ce cycle a rempli son rôle. Euh, je reprends mon téléphone. Je crois que ce cycle a rempli son rôle, sauf aujourd'hui, on n'arrive pas à boucler la boucle, mais je suppose que ça va s'arranger au cours de l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Voilà. L'idée, c'était vraiment de nous maintenir en contact, parfois de créer ce contact spontanément, sans toujours savoir à l'avance qui se connecterait, quels seraient les témoignages que vous apporteriez, bien souvent depuis votre espace de télétravail, et je ne sais pas où vous en êtes les uns ou les autres aujourd'hui. C'était ça l'idée de l'Ozoom. Depuis le début, on avait choisi de consacrer la dernière séance de ce premier cycle, donc la 10e séance, à la thématique résilience. En fait, nous étions finalement, en choisissant ce terme, on était certains dès le départ, donc dès le début du confinement, que nos membres sauraient mobiliser cette propriété assez rare en vérité, non seulement de résister à l'adversité, mais d'être capable de rebondir sur l'adversité qu'ils rencontraient. Nombre de musées et de membres d'ICOM nous ont dit au fil des mois, ça ou ça, sans le Covid, on ne l'aurait pas fait. Il ne s'agit pas évidemment de minimiser les immenses difficultés générées par cette crise, mais de s'autoriser pendant 7 heures, heure et demie qu'on va passer ensemble à dire à faire le point, à raconter ces initiatives imprévues où vous avez révélé des potentiels que le quotidien ne laisse pas toujours émerger, parfois même quelques improvisations inventives et même quelquefois des improvisations géniales, on l'a vu avec le numérique. Il est évidemment pas né du confinement, mais des projets se sont concrétisés bien plus vite que prévu, des compétences se sont mobilisées qui ne demandaient sans doute qu'à être repérées, mais ne l'étaient pas. Et c'est vrai dans de nombreux domaines, c'est ça peut-être un peu la notion de résilience qu'on veut essayer de cerner avec vous aujourd'hui. On ne va pas faire le bilan des 9 séances précédentes, ni de celle-là, on le fera. Il est en cours, dans quelques jours, quelques semaines, on vous dira un petit peu tous les enseignements qu'on en a tirés. Mais peut-être on peut, sans rentrer dans un bilan, vous dire nous aussi ce qu'a e-com France, on a fait qu'on n'aurait pas fait sans le confinement. Parce que c'est aussi notre retour d'expérience à nous. D'abord, c'est Zoom. Sur ces plateformes, on ouvre un autre type de débat que ceux auxquels on vous avait habitué depuis quelques années. Habituellement, un débat, c'est préparé avec des orateurs, et sur le plan logistique, c'est très élaboré pour approfondir une thématique. Là, on est dans presque l'inverse. Le mot d'ordre, c'est spontané. La thématique, c'est l'actualité qui nous la donne. La plateforme, finalement, c'est une agora. C'est une agora où vous venez échanger avec vos collègues. On ne savait pas à l'avance que cela fonctionnerait comme cela. Ça fonctionne un peu comme un espace ouvert qu'on ouvre pour vous à échéance régulière, comme un rendez-vous mensuel, on le fera mensuel à l'avenir, où on se rend ou pas. Sans s'inscrire ni crier gare, en fonction de sa disponibilité. Ça marche si chacun d'entre vous se sent un peu à la fois acteur et ressource pour ses collègues. C'est le message que je vous adresse pour le prochain cycle. Être acteur et être ressource de ce cycle Zoom qu'on vous propose. Finalement, nous, on vous propose un espace, on vous propose un horaire, on vous propose un petit peu de temps. La deuxième chose, peut-être qui, comme France, a approfondi sans s'y être attendu, sur lequel on a vraiment senti du rebond, c'est la force du réseau des membres d'ICOM. Quand on pense ICOM, nous,
nous pensons réseau de professionnels, mais souvent les gens pensent qu'Articom égale entrée gratuite dans les musées. Vu sous cet angle, 2020, c'est une épreuve de vérité. Nous avons vu comme l'organisation d'ICOM, et c'est une épreuve de vérité positive. Nous l'avons vu, comme cette organisation de par le monde a été et s'est révélé être un réseau vivant, un réseau de compétences, un réseau de solidarité. Et c'est cela, je crois, qui s'est mobilisé sur nos plateformes. On dit d'ICOM que c'est la plus grande ONG professionnelle existante, avec 50 000 professionnels de musées dans 135 pays. Je ne sais pas si c'est vraiment la plus grande. En tout cas, elle a montré la force de l'échange. Solidarité qui se sont montrées, ce sera le titre générique du cycle qu'on va lancer dès le mois de novembre. Je crois que ce mot de solidarité, c'est un des mots qui a pris une grande place pendant la crise. Je le redis, à vous maintenant de proposer des interventions et des sujets déclinés de cet intitulé général. Concrètement, pour être tout à fait concret, je le mettrai sur le chat tout à l'heure. Si vous avez des idées à proposer, si vous avez envie d'intervenir dans ce cycle général Solidarité à venir, manifestez-vous, soit vous nous envoyez un mot sur l'email d'ICOM, icomfrance@wanadoo.fr, soit vous connectant sur le site d'ICOM et en allant dans la rubrique, en bas de la première page, la rubrique Contact, en donnant le titre de ce que vous avez envie de lancer comme sujet, le titre de l'intervention que vous avez envie de faire, votre nom, votre numéro d'adhérence si vous en avez un, sans être plus compliqué que ça. Proposez-nous vos sujets, c'est ça qui est important. Pour revenir à la séance d'aujourd'hui, donc, nous avons 4 témoignages initiaux pour lancer la discussion, et certains témoins ou certaines personnes se joindront à nous au cours de la séance. Je leur donnerai la parole au fur et à mesure de leur entrée dans le Zoom. Dans l'ordre des prises de parole d'aujourd'hui, notre collègue et membre de notre conseil d'administration, Laure Ménétrier, interviendra la première parce que Laure doit s'éloigner de son ordinateur assez rapidement après. Ensuite, Nathalie Stéphane, qui est chef du service des ateliers du musée du Louvre, je vous la présenterai quand on lui passera la parole. Olivier Cohn, qui donc a réussi à nous rejoindre. Merci Olivier, désolé pour ce moment peut-être un peu stressant où vous cherchiez à vous connecter. Olivier est directeur du musée dauphinois et Olivier a déjà été un de nos intervenants sur ce cycle. Merci de cette fidélité. Et ensuite, Annabelle Ténès, qui est directrice des abattoirs, qui est à la fois FRAC et musée en Occitanie à Toulouse. Je vous passe la parole sans plus tarder parce qu'on a perdu un petit peu de temps au démarrage, j'en suis encore une fois désolée. Laure Ménétrier, donc Laure, tu es directrice du musée du vin de Champagne et d'archéologie, tu es historienne de l'art, tu diriges aujourd'hui ce musée du vin de Champagne, le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay. Tu étais auparavant directrice des musées de Beaune, et je le disais, tu es une de nos membres élus il y a juste un an au conseil d'administration d'ICOM France. Je te laisse être la première intervenante de cette session. Oui, merci Juliette. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais remercier à nouveau ICOM France et Juliette pour nous avoir proposé tout ce cycle de débats virtuels. Je n'ai pas pu tous les suivre, mais ceux que j'ai pu suivre, c'était vraiment, à nouveau, pour dire que c'est important de pouvoir échanger sur nos pratiques, nos usages et sur toutes les questions qu'on peut se poser en ce moment. Donc oui, merci de me proposer d'intervenir sur cette thématique de la résilience, de comment surmonter ce choc traumatique lié à la crise sanitaire. Moi, je voulais vous intervenir en fait à la lumière de ma situation professionnelle, qui est peut-être pas tout à fait celle que vous connaissez en ce moment, puisque je dirige un musée, le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, comme l'a très bien dit Juliette, qui est fermé depuis 1998 et qui rouvre dans un mois. Il rouvre dans un mois après un vaste chantier de rénovation architecturale, muséographique, plus de 23 millions d'euros. Pour une ville de 23 000 habitants, c'est un beau projet, une belle manifestation d'une volonté politique de faire de ce musée essentiellement
il y a l'idée d'en faire un levier de développement du territoire, notamment d'un point de vue touristique. C'est comme ça qu'en fait les choses ont été pensées il y a quelques années quand on s'est lancé dans ce projet de réouverture du musée. Donc, autrement dit, ça veut dire que le musée était fermé quand on est entré en phase de confinement et qu'il l'était toujours quand on est sorti de la phase de confinement. Donc, moi, ce que je voulais plutôt partager avec vous, c'est comment j'ai été amenée ces derniers mois à repenser le positionnement du musée, à la fois dans l'environnement territorial et également dans l'environnement muséal, sachant qu'on était essentiellement, tel qu'on pensait les choses, dans un positionnement axé sur du tourisme international pour l'accueil des visiteurs pour ce musée. Parce que ça correspond à une vraie réalité à Épernay, puisque en fait, le musée est situé dans une demeure exceptionnelle, le Château Perrier, sur l'avenue de Champagne, qui reçoit plus de 500 000 visiteurs par an. Donc forcément, on était vraiment très axé tourisme international. Et là, bien sûr, j'interviens en prenant en considération parce que la réalité à laquelle nous devons faire face, à savoir un effondrement du tourisme international, voire peut-être une remise en question de ce modèle de tourisme de masse. On le verra à moyen et long terme. Et puis, bien sûr, toutes les difficultés financières que peuvent rencontrer aujourd'hui beaucoup d'acteurs publics et privés, notamment les collectivités territoriales. Donc, nous savons que pour nous, musées territoriaux, on peut peut-être s'attendre dans les prochains mois, prochaines années à certaines restrictions budgétaires. Donc, voilà, c'est à la lumière de tout ça, dans ce contexte-là, que je voulais intervenir. Je voulais vous parler de deux choses, en fait, qui sont peut-être très classiques dans l'approche qu'on peut avoir en parlant des missions des musées. Je voulais vous parler du lien que je souhaiterais qu'on puisse parvenir à construire avec les publics, et puis également de la place des collections permanentes. Voilà. Juste avant de vous dire deux, trois choses, Juliette, tu as parlé justement de ce que cette période de confinement a, entre guillemets, permis de faire, qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire. Donc, pour nous, équipe au musée d'Épernay, c'était particulier, puisqu'on était fermé. Voilà, on travaille dans un musée fermé depuis un certain temps. Néanmoins, on était toujours sur ce rétro-planning d'ouverture du musée. Donc, nous, on a peu connu le télétravail, juste pour vous expliquer un petit peu les choses. Le chantier du musée a été arrêté que peu de temps. Il a repris fin avril. Et peu de télétravail, tout simplement parce que nous, très très vite, il a fallu qu'on intègre les collections, qu'on travaille avec l'interface avec tout ce qui est aménagement muséographique, avec les socleurs, avec l'installation des audioguides, de tout ce qui est outils ludiques et de participation des visiteurs, comme les maquettes, les facsimilés. Donc c'est vrai que nous, la période de télétravail, on l'a peu connue. Et néanmoins, moi, ce que j'ai pu voir au sein de l'équipe pendant la période de confinement, c'est comme on est nombreux à l'avoir dit, c'est beaucoup de manifestations de créativité, d'inventivité, une grande solidarité aussi dans l'équipe pour essayer d'être néanmoins présent auprès de nos publics, alors qu'ils sont pour le moment que des publics virtuels pour nous. Donc, on a beaucoup alimenté nos réseaux sociaux et notre site internet, comme l'ont fait plein de musées, avec une offre culturelle numérique. Et puis, on a essayé ces derniers mois de continuer à être présent comme on pouvait sur différentes manifestations, celles qui n'étaient pas annulées. Donc voilà, on a participé aux différents dispositifs d'accompagnement des établissements scolaires pour accompagner la municipalité d'Épernay là-dessus en juin dernier. On a organisé des petites manifestations de présentation du projet du musée lors des Journées européennes du patrimoine, lors des Journées romaines d'Autun. Voilà, donc on a continué j'ai envie de dire, à travailler tel qu'on l'aurait fait s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, voilà, de proposer des animations culturelles malgré le fait qu'on ait un musée fermé. Voilà. Et je dois dire aussi, pour moi, c'était très particulier parce que j'ai pris mon poste en février, donc avec une équipe que je connaissais encore que très peu, au moment où on s'est retrouvé en confinement. Mais voilà, c'est une année voilà, que je n'oublierai pas. Donc, quelques mots là, sur les deux actes dont je voulais vous parler. Le lien avec les publics, c'est vrai que ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à ça. À qu'est-ce qu'on voulait faire du lien qu'on voulait créer, qu'on voulait nouer avec nos publics, notamment nos publics de proximité. On savait qu'on aurait tout un travail d'accompagnement des publics locaux à produire, à faire, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, je pense, puisqu'on sait qu'on va, évidemment, ce tourisme international, on doit le mettre entre parenthèses, et par ailleurs, on sait qu'en termes d'accès au musée, il va falloir réguler l'accès.
qu'on ne pourra pas forcément entre guillemets, faire open bar, notamment le week-end, où je pense qu'il y aura beaucoup de demandes pour visiter le musée dès qu'il va ouvrir. On doit respecter un certain nombre de règles sanitaires, notamment en termes de jauge. Donc, pour moi, très concrètement, ça signifie être très présent dans le parcours de visite. Dans les prochaines semaines, on va ouvrir le musée à partir de mi-novembre. Être très présent, donc médiateur, responsable des publics, moi également, pour expliquer à nos publics, notamment publics locaux, pourquoi ce musée, qu'est-ce qu'il présente, à quoi ça sert un musée. En fait, on est dans un territoire où il y a, en termes d'offres patrimoniales, d'offres muséales, on n'a pas forcément eu beaucoup d'équipements très structurants en dehors de Reims. Donc, je pense que là, on a un vrai rôle à jouer pour être très présent et rappeler ce que c'est qu'un musée, ce qu'on vient y faire. On vient apprendre, mais on vient également passer un bon moment, des moments de plaisir, de délectation, pour se rappeler, remémorer certaines définitions de musée qu'on a connues, qu'on vient s'émerveiller, qu'on vient s'interroger, partager des choses. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, où je sais qu'on sera essentiellement sur du public local, régional dans un premier temps, l'idée c'est de privilégier en fait cette relation avec ces publics-là et de mettre en réseau le musée assez rapidement sur le territoire pour avoir un certain nombre de visiteurs prescripteurs, ambassadeurs sur le territoire. Voilà. Il y a aussi l'idée dans les prochains mois d'aller chercher les publics les plus jeunes. Alors, je mets le public scolaire entre parenthèses parce que là, il faut aussi qu'on voit comment on va pouvoir les accueillir dans le contexte actuel. Mais je pense au public jeunes adultes notamment, essayer de proposer des activités, des animations qui correspondent à leur goût et à leur intérêt. Moi, je me rappelle de l'expo à Lille dans le parcours des collections permanentes au Palais des Beaux-Arts, sur le lien entre les collections et les séries qui ont beaucoup de succès actuellement sur différents supports numériques ou sur des chaînes de télévision. Voilà, nous, on a des collections qui peuvent s'adresser à un très large public, mais il y a l'idée de justement créer un lien avec ce qu'est la culture aujourd'hui des jeunes adultes ou du jeune public. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à comment rebondir, c'est améliorer la relation qu'on pourra avoir avec nos publics locaux, nos publics de proximité. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit quand on parle de résilience, c'est le lien à nos collections permanentes. Et là, je pense à ce que disait Sylvie Ramon, qui est intervenue lors des débats, lors de l'Assemblée générale d'ICOM. Elle parlait de productivisme, de cette situation dans laquelle certains d'entre nous avons pu, ce que nous pouvons connaître depuis quelques années avec l'intensification de tout ce qui est événementiel et notamment des expos temporaires un peu blockbuster. Et là, je rejoins totalement Sylvie Ramon sur l'idée de fonder finalement notre politique de valorisation culturelle sur nos collections permanentes de manière privilégiée. À Épernay, on aura un parcours de visite avec 4 séquences, géologie, archéologie, Champagne, collectionneur, et on présentera 2500 objets sur 130 000 que comptent les collections du musée. Donc, ça veut bien dire qu'en termes de potentiel, ce qu'on peut faire avec les collections, c'est immense. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que j'avais en tête avant le confinement, de faire en sorte que ce musée gagne en visibilité, en rayonnement, en valorisation grâce aux collections permanentes. On a tout à faire pour les faire connaître, vu qu'elles ne sont pas présentées depuis de nombreuses années. Donc favoriser la mise en ligne des collections, des études, des publications, donc faire connaître ces collections. Et c'est vraiment comme ça que ma conviction, c'est vraiment renforcer ces derniers mois que pour nos expos temporaires qu'on organisera à partir de 2021, l'idée est de vraiment faire reposer ces collections, ces expositions temporaires sur nos collections, ce qui ne veut pas dire, voilà, on peut évidemment emprunter des objets, mais je pense que rien qu'avec nos collections et en fonction du regard qu'on pose sur nos collections, la façon d'interpréter nos collections, il y a déjà énormément à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais privilégier, peut-être une des réflexions que je pense qu'on est nombreux à avoir en ce moment sur peut-être revoir les modalités et la logique de nos expos temporaires. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut se justifier scientifiquement d'aller emprunter des objets de l'autre côté de la planète. Mais je sais que
concernant par exemple le musée d'Épernay, sur des thématiques comme la Champagne viticole, l'imaginaire, la créativité autour de la Champagne viticole, sur nos fonds archéologiques, que ce soit les parures celtes, les parures mérovingiennes, que ce soit nos fonds d'objets extra-européens, assez exceptionnels, asiatiques, africains, d'Amérique du Sud. Je sais que rien qu'avec nos collections, et peut-être en empruntant quelques objets dans des musées sur le territoire régional ou national, il y a énormément à dire, énormément à faire. Et je dirais que voilà, il y a peut-être l'idée de trouver, de concilier à la fois quelque chose qui est en termes de développement durable, quelque chose de responsable, quelque chose qui tient bien sûr la route scientifiquement en termes de propos, et en même temps quelque chose qui s'accompagne d'un plan de com qui peut être accrocheur, avec une jolie charte graphique, un joli titre, avec de la publicité. Enfin, je pense qu'on peut concilier ces différents aspects, mais que ça signifie peut-être revoir un petit peu nos façons de fonctionner, et en faisant en fait reposer tout ça sur nos collections permanentes. En tout cas, pour le musée d'Épernay, je sais que c'est une direction qu'on peut prendre puisqu'on part entre guillemets, je ne dirais pas qu'on part de zéro, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de choses de faites dans le passé, mais je mesure le travail qu'il y a en termes de valorisation de ces collections, et c'est pour moi une priorité de bâtir en fait la notoriété de ce musée sur la valorisation des collections permanentes. Voilà. Donc voilà, là-dedans, il n'y a rien finalement de très original. On revient toujours sur le lien au public, la valorisation des collections, mais c'est vrai que ces derniers mois, tout ça s'est affirmé de manière beaucoup plus précise. En tout cas, dans la situation professionnelle dans laquelle je me trouve, de réouvrir après 22 ans un musée de territoire, un musée régional. Et peut-être la dernière chose que je voulais dire en termes de résilience, pour être sur quelque chose, parce que c'est important aussi de prendre en compte tout le contexte international, je pense qu'il faut aussi peut-être mesurer, entre guillemets, la chance qu'ont les établissements muséaux français d'être très soutenus. Soutenus par les pouvoirs publics notamment. J'ai en tête ce que peuvent vivre nos collègues dans d'autres pays, des situations catastrophiques par rapport à certains musées qui vont... c'est dur de le dire, mais de fermer leurs portes. Donc, ce n'est pas forcément ce que nous connaissons, nous, en France. Donc, voilà, pour moi, résilience, aujourd'hui, c'est en fait rebondir et affirmer de manière encore plus claire et beaucoup plus nette quelles sont nos missions fondamentales, autour de ce lien avec les publics et de ces collections permanentes. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais dire. La dernière petite chose, et je finis avec ça, là, c'est une interrogation et je n'ai pas tranché, je ne sais pas trop forcément comment me positionner là-dessus. C'est par rapport à toute cette offre culturelle numérique pléthorique que nous avons tous participé à alimenter cette offre numérique lors du confinement. On a continué dans cette voie depuis. Qu'est-ce que nos visiteurs virtuels vont en retenir? Est-ce que ça leur donnera envie de venir voir nos musées, de venir créer une relation, une vraie relation, enfin une relation physique avec les objets? Ça m'intéresserait vraiment d'avoir une évaluation en fait de cette offre culturelle numérique et de savoir s'il faut continuer à aller dans cette direction. Est-ce qu'il faut y apporter peut-être un peu plus de cohérence? Est-ce qu'il faut rester toujours sur de la gratuité? Enfin voilà, ça fait partie de ces interrogations que j'ai en tant que professionnelle, mais aussi en tant qu'usagère. Et il y a aussi surfer beaucoup sur Internet lors du confinement ces derniers temps. Je m'interroge en fait sur comment en fait exploiter tout ça, nous, en tant que professionnels, pour garantir qu'à un moment, le visiteur, il franchira le pas du musée pour venir voir les objets, entre guillemets, pour de vrai. Voilà. Et là, c'est une interrogation. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour parler d'un peu de cette question de résilience dans cette situation qui est très particulière pour le musée d'Épernay, puisque nous, on n'a pas eu à gérer ni la fermeture au dernier moment du jour au lendemain de l'établissement, on n'a pas eu à gérer la réouverture pour le moment. Mais ça fait beaucoup réfléchir en effet sur comment se recentrer sur des choses qui sont essentielles pour moi, pour les établissements muséaux.
Merci Laure. Je sais que tu ne peux pas rester tout le temps avec nous, mais c'est vraiment intéressant ton témoignage, parce que je crois que tu es la seule dans ce cas-là, en tout cas parmi nos invités aujourd'hui, à être quelqu'un qui était en train d'ouvrir un musée et qui s'est retrouvé à avoir à réfléchir au sens même de son musée, à ce qu'étaient les conditions à réunir pour réouvrir. Et probablement, vous avez pu vous adapter avec beaucoup d'agilité, puisque vous n'étiez pas en train de mesurer la perte de vos publics. Par définition, vous ne les aviez pas encore. Vous ne savez pas si vous avez perdu les visiteurs touristiques, puisqu'ils ne sont pas, ils sont pas encore venus. Et je pense que c'est intéressant et très constructif et très positif ce que tu dis. Tu disais un petit mot, ça ne va pas être le centre de notre discussion aujourd'hui, mais qui est intéressant, c'est de rappeler, on le fait à chacun de ces Zooms et on le fait à chaque fois qu'on en a l'occasion, qu'on a dans la malchance quand même une certaine chance d'avoir un tel système, notamment un tel système public qui permet que les musées, pour la plupart d'entre eux, rouvrent. On sait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, 13% des musées rouvriront pas. Ils vont fermer. La perte de recettes était tellement importante qu'ils vont rester durablement fermés. Ça, je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. C'est important de le dire. Et l'évocation que j'avais, compte tenu aussi de ce que vous faites et de la thématique de ton musée, c'est est-ce que cette période a été une période où les réseaux avec d'autres musées, finalement, j'imagine qu'il en existe, d'autres réseaux, d'autres musées du vin dans d'autres pays, en France évidemment, dans d'autres pays. Est-ce que ça a été un temps mis à profit pour conforter, renforcer ou voire créer les réseaux? J'aurais aimé pouvoir plus tirer profit de ces derniers temps justement pour travailler là-dessus. Non, très honnêtement, là, le travail à abattre est immense avant l'ouverture. On est vraiment sur l'installation des collections, la mise en place du cadre de fonctionnement du musée, sur des questions sécuritaires, d'accueil des visiteurs. Je ne vais pas vous mentir, là, je dois partir parce que je dois rejoindre une réunion pour mettre en place l'entretien et le nettoyage du château Perrier qui fait 4000 m² avec de nombreux usages, de nombreuses questions à se poser. Donc là, on est vraiment sur des questions très opérationnelles et pragmatiques. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, dans les réseaux de musées du vin et de musées d'archéologie, ça se sait que ce musée va rouvrir, que ce musée a des fonds exceptionnels qu'on a pu restaurer, parce que ça ne nous a pas empêché ces derniers mois de continuer notre campagne de restauration de nos collections. On a commencé hier, on a lancé une opération de notre pressoir monumental qui sera dans le pavillon d'accueil. Donc, voilà, nous, on n'a absolument pas stoppé nos activités, quelles qu'elles soient. Donc, ça se sait que ce musée va rouvrir. Donc, on reçoit énormément de demandes. On est très sollicité pour construire des partenariats, pour imaginer des expos itinérantes, travailler sur des expos virtuelles. C'est vrai qu'on est sur des champs, voilà, on est sur de l'archéo régional, sur tout ce qui est ethno, musée du vin, ethno-tourisme, mais on a aussi des fonds d'objets extra-européens, donc on est sur des réseaux différents de musées, et je sais que 2021 sera essentiellement consacré à ça. Mais ça n'a pas pu être le cas ces derniers temps parce qu'on est vraiment sur d'autres questions où très clairement le scientifique et le culturel, pour le moment, on ne peut pas les mettre tout de suite sur un premier plan, ça, mais j'ai hâte, dès décembre, ça sera voilà, j'espère bien faire la priorité. Encore une fois, merci d'être là. Comme je sais que tu vas partir, je propose, si parmi les participants présents, certains ont envie de poser maintenant une question ou d'apporter un commentaire que vous souhaiteriez que Laure entende, c'est le moment de lever la main, de vous manifester. Est-ce que certains ont envie de lui poser une question maintenant? Oui. Laetitia Baraguet-Zoïta. Laetitia Baraguet-Zoïta, donc du service des musées de France. Je remplace Bénédicte et Estelle qui ont suivi les séances précédentes mais qui ne pouvaient pas se libérer aujourd'hui. Moi, j'avais une question. Voilà. J'avais une question bêtement opérationnelle. Vous nous avez indiqué que vous avez continué à travailler dans le musée pendant la crise du Covid. Comment ça s'est passé matériellement pour vous par rapport à toutes les contraintes qui pouvaient paraître justement un peu contradictoires? Parce que je pense que ça pourrait peut-être servir de leçon et de conseil pour les collègues si jamais on devait se retrouver à nouveau avec des contraintes très strictes en matière de travail sur site à plusieurs personnes.
Oui, alors pour préciser les choses, en fait, on ne travaille actuellement pas dans l'espace qui accueillera les visiteurs, à quel Château Perrier, voilà, qui pour le moment n'accueille personne. On est encore en phase chantier pour le lieu qui accueillera les visiteurs. On travaille tous dans le centre de conservation. On a un centre de conservation qui a été inauguré il y a 2 ans. Donc c'est là qu'on est tous réunis. Bien préciser les choses. Pendant le confinement, j'ai été la seule pendant une grande période à être autorisée à me déplacer. J'avais une autorisation de déplacement. Donc, en fait, pendant le confinement, le reste de mon équipe travaillait à distance en télétravail et moi, j'étais seule dans le centre de conservation avec les collections. Voilà, un moment assez unique dans ma vie, surtout quand on arrive dans un nouveau musée, un nouveau territoire. C'est une façon de… Voilà, j'ai été entourée des collections sans être humain pendant plusieurs semaines. Par contre, dès que ça a été, en fait, dès qu'on est sorti dès la fin avril, on a relancé le chantier. Donc ça ne concerne pas tous mes collègues, mais avec certains collègues, on s'est retrouvés sur le chantier, tout simplement. Je ne sais pas si votre question, si je réponds bien à la question, mais en respectant les règles sanitaires et mesures sanitaires qu'on connaît aujourd'hui. En termes de port de masque, en fait, on avait le masque, le casque, les chaussures de sécurité. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pratiquement pas travaillé en télétravail, très très peu. Dès le mois de mai, on s'est tous retrouvés dans le centre de conservation, mais en respectant les règles de distance, du nombre de personnes par salle à maximum. On était là-dessus. Voilà. Merci. Okay. Merci. Encore une question alors, ou vous voulez qu'on passe la parole, qui va être très intéressante aussi, à Nathalie Stéphane? J'attends 2-3 secondes. Alors, à Nathalie, chère Nathalie Stéphane, vous êtes chef du service des ateliers du musée du Louvre. Vous êtes depuis pas mal de temps au musée du Louvre. Vous avez été auparavant chargée du projet de médiation culturelle. Ce qui m'a intéressée, ce qui m'a donné envie que vous participiez, que vous soyez témoin aujourd'hui de notre Zoom, de notre séance Zoom, c'est la formation que j'ai lue, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est Ouest France, peu importe, de l'atelier de l'atelier mini découverte que vous avez monté au Louvre, et dont j'ai cru comprendre qu'en fait, il était né de cette situation très, très particulière que nous étions en train de traverser, musée fermé, peu de public, obligation d'avoir peu de gens à la fois, etc. Et donc, vous avez construit quelque chose de toute pièce, ou alors vous l'aviez déjà un petit peu dans les cartons? Racontez-nous un peu. C'est un peu tout ça. Bonjour à tous, et d'abord je tenais à vous remercier, Juliette Raoult-Duval, suite à la lecture de cette interview de Jean-Luc Martinez dans Ouest France, et puis de m'avoir invitée. Remercier Dominique de Fonréau, qui est la directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Musée du Louvre, de m'avoir proposé cette intervention, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était la première fois que je m'arrêtais pour réfléchir à ces 7 derniers mois. J'ai déjà du mal à me rendre compte que 7 mois ont passé, et que c'était l'occasion de prendre du recul et le temps de l'analyse de ce qu'on met en œuvre depuis la réouverture du musée. Donc, le 6 juillet, c'est visite mini-découverte qu'on n'aurait pas faite sans la crise du Covid, puisque c'est la phrase du jour. Donc, je suis effectivement en charge depuis maintenant 6 ans du service des ateliers pédagogiques et des visites-conférences au musée du Louvre. Juste pour vous dresser un peu le tableau à la fermeture du musée, c'est une équipe de 11 personnes chargées de programmation, chargées de production, gestionnaires, qui conçoit et programme, met en œuvre l'ensemble de la programmation de médiation humaine au sein du musée pour tous les publics, et uniquement de médiation humaine. Donc on s'adresse aux enfants, aux familles, aux amateurs, aux touristes, aux scolaires, au champ social, au public en situation de handicap, bref, à nos visiteurs dans leur globalité. C'est environ 6 000 activités par an qu'on programme. C'est 120 000 participants tout au long de l'année. C'est aussi une 50aine de guides conférenciers, une 12aine d'intervenants d'ateliers, conteurs, plasticiens, artistes divers et variés, et des compagnies de théâtre. Bref, c'est un service dont la vocation est la rencontre de l'autre,
Et forcément, quand je pense au 13 mars au soir et à l'annonce de l'arrêt des activités, ça a été beaucoup d'émotions, un choc et un peu une sidération. Je ne pensais pas vivre ça dans ma carrière, d'annoncer l'arrêt des activités jusqu'à une date indéterminée. Très rapidement, l'énergie est revenue, le souhait d'inventer un autre rapport aux visiteurs en imaginant des nouveaux formats, notamment avec nos collègues du service de la production numérique et audiovisuelle. Donc, on a aussi contribué à alimenter les sites Internet et les réseaux sociaux. Ça a permis l'émergence de nouveaux projets post-confinement qu'on n'aurait probablement pas fait sans cette crise du Covid, ou en tout cas qu'on n'aurait pas fait comme ça. Je vous laisserai regarder, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, mais on a mis en ligne des petits contes filmés sur le site qui s'appelle Petit Louvre, qui est dédié aux enfants et aux familles. On va compléter tout ça avec des tutos d'ateliers qui seront en ligne. On est en train de travailler sur des nouveaux formats de visites filmées et de visio à destination des publics scolaires. Et en fait, à chaque fois, ce sont les mêmes questionnements qui nous ont animés. Comment incarner la rencontre avec les œuvres? Comment redonner de la place à l'humain? Et dans cette période où on est tous tout le temps, si souvent derrière nos écrans, comme on l'est encore aujourd'hui, comment on dépasse ça et comment vraiment le terme incarner est revenu beaucoup dans les discussions avec l'équipe. Comme je disais, on ne l'aurait probablement pas fait, et surtout on ne l'aurait probablement pas fait comme ça. Puis, déconfinement, mois de mai-juin, annonce de la réouverture du musée le 6 juillet. On s'en réjouit. Notre programmation estivale est bouclée, bien sûr, depuis le mois de mars, mais complètement inadaptée à la situation, puisque une programmation l'été orientée à destination d'un public essentiellement touristique, en grande majorité étrangère. On est jusqu'à 40 000 visiteurs par an l'été. Et donc, la nécessité de tout réinventer, de se réinventer, dans des délais. On ne savait pas qu'on savait travailler comme ça, honnêtement. On ne savait pas qu'en juin, on était capable de monter toute une programmation pour le 6 juillet. Mais une envie d'accompagner le retour du public au musée, dans ce contexte si particulier de redécouverte d'un musée qui fait partie de l'imaginaire collectif. Tout le monde connaît le Louvre, sa pyramide, tout le monde en a entendu parler, et en même temps, il y a beaucoup de fantasmes, on n'y est pas forcément allé, on connaît la Joconde, mais au-delà de la Joconde, qu'est-ce qu'il y a dans les salles? Enfin, voilà, accompagner ce retour du public, favoriser le dialogue entre les individus, entre les visiteurs, entre le personnel du musée et les visiteurs, entre les œuvres et les visiteurs, le palais, enfin voilà, comment on pouvait favoriser ça. Sous l'impulsion du ministère de la Culture, on voulait aussi au maximum faire appel aux guides conférenciers nationaux. Il y avait une envie très forte de faire... on ne pouvait pas faire moins à cette réouverture que ce qu'on faisait d'habitude. C'était vraiment, c'était devenu presque un objectif, quoi. C'est-à-dire d'avoir une programmation aussi dense, aussi soutenue pour accompagner le retour des visiteurs au musée. Et en tout cas, inviter le public à reprendre le chemin des salles avec cette dimension de plaisir et le réconfort de pouvoir dialoguer avec un tiers, de créer une rencontre humaine et pas de se cacher derrière nos masques, nos plexis, nos visières, mais comment on pouvait créer de la convivialité dans les salles et comment on pouvait créer, ça semble bête, hein, mais recréer une rencontre avec nos visiteurs. Donc, on a inventé les mini-découvertes. Les mini-découvertes, ce que je partage avec vous, c'est un premier bilan, hein, parce que ça vient de clore une première phase. Ces mini-découvertes, c'est 8 visites de 20 minutes dans des espaces emblématiques du musée. Donc à la fois le Louvre médiéval, l'escalier d'Aru, la galerie d'Apollon, la grande galerie évidemment, les cours Barly, les arts de l'islam, les antiquités égyptiennes. Quand on se lance dans ce genre d'énumération, on en oublie toujours les appartements de Napoléon III. Heureusement que j'ai des petites poufs. Donc, c'est réellement des visites, il y a un cheminement, c'est pas de la médiation postée dans les salles, hein, c'est pas des points-paroles, c'est vraiment une mini-visite conçue comme une introduction à la suite de la visite au musée, comme une invitation à continuer le voyage dans les salles. Donc c'est à la fois une rencontre avec les œuvres, mais une rencontre aussi avec les espaces,
donner du sens à la muséographie, resensibiliser les visiteurs à ce qu'est un musée, ce qu'on y trouve, comment on peut regarder les œuvres, comment on peut y prendre du plaisir. Ce sont des visites gratuites et sans réservation, en accès libre, tout au long du parcours de la visite. Notre enjeu, c'était l'accueil et faire tomber toutes les contraintes. Réserver, payer, s'inscrire à l'avance. On est déjà suffisamment contraints en ce moment, je pense, entre la désinfection des mains, le masque, etc. On voulait vraiment que tout soit le plus fluide possible. Ça s'est fait. Donc c'est 8 visites, 8 départs par jour, donc dans 8 points du musée différents, donc 10h à midi et de 14h à 16h. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle vous arriviez, vous pouvez tomber sur une visite, vous pouvez vous inscrire dans un groupe pour découvrir les salles du musée. Tout ça s'est fait en dialogue constant avec l'équipe de guides conférenciers pour accompagner, ajuster, rassurer. On a eu beaucoup de discussions. Quel va être l'impact du port du masque sur la manière dont on conduit les visites? Est-ce que ça va être étrange? Est-ce que les gens vont moins le percevoir? Alors, on s'est rendu compte très vite, ça c'était des inquiétudes du début, mais on s'est rendu compte très vite qu'en fait, les gens oubliaient qu'on avait des masques. Comment on fait respecter la distanciation sociale? Est-ce que le public sera réellement au rendez-vous? Donc, il y a eu tout ce travail d'accompagnement des guides conférenciers, dans la posture aussi. On ne voulait surtout pas, bien sûr le but c'est qu'on apprenne des choses sur les œuvres et qu'il y ait un discours d'histoire de l'art, mais pas que. Voilà, on voulait privilégier l'expérience, une expérience différente dans les salles. Ça a été aussi un dialogue avec les agents d'accueil et de surveillance du musée, afin de créer une chaîne d'accueil et de médiation. On a organisé des sessions de formation dédiées aux agents, ce qui a permis en fait de renouer aussi entre nous. C'est-à-dire que finalement, après toute cette période pendant 3 mois où on ne s'est pas vu, les agents ils ont l'habitude de nous croiser dans les salles. On s'est fédérés autour de ce projet qui a animé le musée, qui a été porté par la com, par tous les autres services du musée. Donc c'est vrai que ça nous a permis aussi de se fédérer. Et donc cette première phase menée du 6 juillet, jour de réouverture, au 20 septembre, journée du patrimoine, symboliquement, on s'était dit, ben voilà, ça aura duré 2 mois et on fera le bilan aux journées du patrimoine. On finit en apothéose, on va dire. On a accueilli 33 800 visiteurs, des visiteurs français, franciliens, qui viennent en famille, pour qui c'est l'occasion de se réapproprier un lieu qu'ils avaient abandonné aux touristes. Donc, c'est environ 3100 mini-visites qu'on a menées. 11 visiteurs en moyenne par visite, donc des toutes petites choses. J'ai le sentiment de quelque chose d'un peu VIP dans les visites. C'est environ 500 visiteurs par jour. Et puis, on s'est demandé, mais en septembre, est-ce que ça va encore marcher? Et en fait, en septembre, on a encore 500 visiteurs par jour. Donc, finalement, probablement, on a touché quelque chose qui répond à la demande des visiteurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le musée du Louvre actuellement. C'est un autre musée, évidemment. Ce n'est pas le musée… quand on remonte le temps il y a 1 an et qu'on relit les articles de presse de 2019, on devient un peu schizophrène quand on se promène dans les salles. C'est une autre ambiance, c'est un autre rapport aux visiteurs. C'est très convivial. Il y a une forme de flânerie dans les salles qui est très agréable. On reprend plaisir à flâner dans les salles, à discuter, à échanger. Bref, c'est extrêmement différent. Et puis moi, dans ma carrière professionnelle, il m'est arrivé quelque chose d'assez formidable cet été. C'est que je n'ai pas traité de doléances. Pour la première fois de ma carrière, j'ai traité des lettres de remerciement. Incroyable, voilà, ça n'arrive jamais et là on en a reçu suffisamment pour le noter, donc voilà. C'était un pari, cette médiation humaine qui n'allait pas de soi mais qui a été plébiscitée. C'est vrai que si je fais un petit pas de côté, on note le même succès des visites proposées dans le cadre des vacances apprenantes, des visites qu'on a proposées à des groupes du champ social, des groupes venus de proches banlieues. On a accueilli 174 groupes et 3000 participants. Donc finalement, je vous le disais, on a programmé plus qu'on ne l'aurait fait sans le Covid en fait. Ce qui est assez dingue et ce qui a été permis par, on va dire, le désir volontariste de notre président de remettre l'humain au centre de la réouverture du musée.
Alors, c'est évidemment une proposition qui n'est pas née que comme ça, une proposition qui a eu des précédents au musée. Il y a eu les spots famille, qui étaient des petits lieux d'activité au sein des salles du musée. Voilà, les rendez-vous inattendus, qui étaient un peu le prolongement de ça, les démonstrations des techniques d'art graphique qui sont proposées tous les week-ends, un artiste qui vous présente les techniques de gravure, par exemple, etc. Les activités qu'on a pu proposer dans le cadre des nocturnes du samedi, les premiers samedis de chaque mois. Toutes ces activités gratuites et sans réservation qui apparaissent pour le visiteur comme une bonne surprise, en fait. Ce qui est ce petit plus dans l'expérience de visite qui modifie symboliquement et profondément l'expérience de visite. Et en même temps, on n'avait jamais réussi à le transformer à une telle échelle. Là, ça anime complètement le musée. Et c'est ça, en fait, la différence de ce qu'on a mis en place cet été. Vous allez me dire, et après, que se passe-t-il depuis les Journées du patrimoine? Le souhait du président du Louvre de prolonger cette offre tous les mercredis, tous les week-ends et les vacances scolaires pour continuer à encourager la fréquentation du musée de manière très volontariste. Nous, de notre côté, on travaille à son enrichissement. Après, on n'a pas envie de s'arrêter là. Donc, après les mini-découvertes, on va proposer les mini-cons et les mini-démonstrations pour aussi pouvoir proposer d'autres approches des œuvres et pas uniquement, on va dire, dans une approche dialogique. Et puis, l'enjeu de fidéliser ce public en articulant cette nouvelle offre qui a trouvé un public avec la reprise d'une programmation sur réservation, des visites famille, des visites de collection, des visites d'exposition, une offre peut-être plus traditionnelle, mais du coup, permettre aux visiteurs de pouvoir prolonger cette expérience et de renouer un lien d'intimité avec le groupe et avec le Louvre et de fidélité au musée et qu'ils reviennent pour découvrir d'autres choses. Alors, les points de vigilance, c'est d'être attentif à l'évolution de la fréquentation du musée et du public. On sait bien que ce format, quand la fréquentation va augmenter, on va être obligé à nouveau de le réinventer. Mais c'est aussi se projeter vers de nouvelles perspectives et continuer à se réinventer, puisqu'on aurait dû ouvrir en décembre 2020, mais ça ouvrira en septembre 2021, le studio, qui sont 1200 mètres carrés d'espace dédiés à l'éducation artistique et culturelle, dans l'ancien département des arts de l'islam, pour ceux qui ont eu la chance de connaître ce département, en face de la petite galerie, qui permettra de développer une nouvelle programmation d'ateliers plastiques et de formation à destination des responsables de groupe, dont l'élément fort, c'est à la fois ces 8 espaces d'ateliers et de formation, hein, c'est génial d'avoir autant d'espaces, mais aussi le forum, qui est un espace à l'entrée du musée en accès libre, à nouveau, plutôt dédié aux familles, un espace de rencontre et de pause au cœur du musée, où déjà l'expérience humaine, l'expérience de la rencontre était au cœur du projet, au moment où on l'a conçu et on l'a pensé. Et aujourd'hui, on sait qu'il va falloir faire les choses autrement parce que voilà, la crise sanitaire oblige, on fait un peu bouger le programme. Mais fort de cette expérience, on est d'autant plus convaincus qu'on avait raison dans notre intuition et dans cette nécessité de reproposer des espaces de dialogue, des espaces de pause et d'échange au sein du musée. Voilà, donc je vais conclure là parce que je crois même que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Mais juste dire qu'effectivement, rétrospectivement, cette crise qui a permis de faire émerger des choses qu'on n'aurait pas osé imaginer au moment où on a fermé les portes du musée le 13 mars. Voilà, merci. Merci Nathalie, c'est vraiment, vraiment très intéressant. On en reparlera, j'en suis sûre, au cours de la discussion. En tout cas, vous avez dit c'est un autre musée et on vous croit sur parole parce que tous ces mini-ateliers, conférences, etc., dans le musée où tout est si grand d'habitude, rien n'y est ordinairement mini, on comprend que c'est une nouvelle culture qui est en train de intervenir, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant votre témoignage. Et ça, je passe du coup tout de suite la parole à Olivier Cogne. Donc Olivier,
vous dirigez le musée dauphinois. On a déjà eu l'occasion de vous entendre sur ces Zooms, et en particulier au tout début du cycle, parce que vous étiez un des premiers musées qu'on avait interrogé au moment des réouvertures. Vous étiez innovant en matière de réouverture, et c'est vraiment intéressant d'avoir votre témoignage 2 mois et demi après ou 3 mois après, je ne sais pas, et de nous dire ce qui, pour vous, s'est constitué comme savoir nouveau pendant cette période, et peut-être comme enseignement que vous avez envie de garder pour la suite. À vous la parole, Olivier, merci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Merci beaucoup Juliette pour le renouvellement de cette invitation. Je suis ravi de pouvoir intervenir à nouveau et vous faire part un peu de notre modeste expérience à notre niveau. Vous dire quand même, parce que ce terme de résilience, comme beaucoup évidemment m'interroge, il supposerait que nous soyons sortis de la crise et avoir le recul nécessaire pour véritablement mesurer quelles sont les conséquences de la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui et allons continuer à vivre, semble-t-il, pendant encore un moment. Donc là, le phénomène de résilience supposerait que nous en soyons sortis. Donc ce n'est pas simple, évidemment, de traiter de cette question, mais elle permet sans doute quelques enseignements déjà. Alors du côté du musée dauphinois, comme d'autres structures, nous avons vécu une période semblable aux autres, c'est-à-dire avec une capacité d'adaptation, et je salue le travail de nos équipes, qui à la fois, pendant la période du confinement, a été tenue de continuer ce service à distance, a produit un certain nombre d'éléments de façon à garder le lien avec le public. Je n'y reviens pas, notamment sur la communication numérique, pour maintenir le lien sans doute un peu artificiellement avec le public. Et au moment de la reprise, effectivement, qui a été assez rapide, qui répondait à une volonté du président du département de l'Isère, c'est-à-dire à la date du 18 mai, l'ensemble des musées départementaux qui dépendent du département de l'Isère donc, ont rouvert leurs portes assez rapidement, donc après la date de déconfinement du 11 mai, si je me rappelle bien. Donc, une semaine seulement après, il nous a fallu mettre en place assez rapidement en application à la fois les règlements qui existaient et puis les protocoles propres au service, ce qui en soi a été évidemment une vraie gageure et n'est pas spécifique à notre musée. Et nous en sommes toujours là-dedans. En réalité, vous le savez bien, puisque chaque structure est appelée à faire évoluer son protocole en fonction des couleurs des régions auxquelles nous appartenons. Donc nous sommes en ce moment zone rouge et ne sommes, semble-t-il, pas prêts d'en sortir, avec la nécessité à la fois de devoir, hélas, annuler un certain nombre de manifestations qui étaient trop complexes, rendues trop complexes, de type spectacle vivant, avec 2 grands festivals, par exemple, qui devaient avoir lieu à la rentrée, l'un dans le domaine de la musique électronique, de façon à dépoussiérer un peu l'image qu'on peut avoir dans certains milieux d'un musée, et puis l'autre lié aux musiques contemporaines, 2 événements qui devaient rassembler sans doute plus d'1 millier de personnes et qui clairement, par leur forme, étaient impossibles dans le contexte que nous vivons. Donc nous le regrettons. Nous avons pris le parti, comme beaucoup de nos collègues, de reporter les événements qui devaient avoir lieu au printemps, en considérant finalement qu'il s'agissait aussi à la fois d'un engagement vis-à-vis de nos partenaires, souvent fragilisés par la situation, qui sont des associations, qui sont des compagnies, qui évidemment économiquement et sur le plan salarial connaissent des difficultés encore plus grandes que nous. Ça a été évoqué tout à l'heure par Laure Métrier au plan international, mais sur le plan français, nous le savons, il y a des disparités très fortes entre les acteurs publics et les acteurs associatifs, avec des acteurs associatifs qui sont extrêmement touchés par la crise, on sait que nous connaissons, et dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences sur le plan salarial en particulier, avec la perte de certains emplois. Donc nous avons pris le parti de reporter
autant que possible les événements qui étaient prévus au printemps pour les concentrer à l'automne, en cette fin d'année. Nous avons essayé de le faire autant que possible en tenant compte donc des nouvelles règles sanitaires, avec la diminution par 2 des jauges des salles d'accueil. Je pense en particulier à la chapelle du musée dauphinois qui accueille l'essentiel des manifestations à l'intérieur du musée, qui généralement permet d'accueillir 120 personnes aujourd'hui. Donc nous sommes à 60 avec, vous savez, la distance entre les sièges, port du masque obligatoire, etc., etc. Ce qui évidemment modifie un peu le lien social et le rapport, notamment au sein même du public et entre les intervenants, qu'ils soient des artistes ou des conférenciers, et le public lui-même. De la même façon, et je me réjouis que cette série de webinaires ait pu être organisée, vous en félicite, mais le rapport évidemment aux collègues est très différent et la discussion n'est pas évidemment pas aussi aisée que lorsqu'on les a en face de nous. Donc nous essayons de maintenir, et c'est une vraie volonté de la part de toute l'équipe pour le coup, qui est convaincue qu'il faut maintenir ce lien à la fois avec nos partenaires et avec le public, avec d'extrêmes difficultés. Notre collègue qui a précédé du Louvre parlait de groupe VIP. Effectivement, c'est mon sentiment, mais cela me gêne aussi un peu de voir que nous dégageons beaucoup de moyens humains et financiers pour actuellement accueillir des groupes de 10 personnes au maximum pour les visites guidées, avec un seuil de tolérance de 15 personnes pour les élèves, considérant que nous pouvons accueillir donc 2 groupes de 15 au maximum pour une classe. Donc il y a voilà, une exception, on va dire, pour le public scolaire, mais tout ça interroge quand même sur la notion de, entre guillemets, rentabilité quand on voit le temps passé, évidemment, sur le plan humain et sur les plans économiques quand nous n'accueillons que 10 personnes, ou encore lorsque nous organisons un spectacle de danse avec un engagement aussi très important pour une quarantaine de personnes dans le cloître, puisque cet endroit ne permet pas d'accueillir davantage. Au-delà de ces éléments peut-être un peu factuels, vous donnez quand même un chiffre qui me paraît intéressant à partager avec les collègues, celui de la fréquentation du public. Le public qui était revenu en partie cet été, en raison sans doute, hein, chacun l'a pu l'observer, d'un public qui n'est pas forcément parti comme il le faisait les années précédentes dans d'autres régions ou à l'étranger, a plutôt permis de maintenir la barre. On observe néanmoins une baisse de 40% de la fréquentation depuis le 18 mai dernier jusqu'à la fin du mois de septembre, qui est quand même assez conséquent. Et les premiers chiffres de la rentrée ne sont guère rassurants. Ils ne sont pas très rassurants et l'on voit bien qu'il y a une quasi-absence de réservation des scolaires, ce qui évidemment est une grande préoccupation pour nous. L'on savait déjà combien c'était compliqué les années précédentes d'organiser des sorties scolaires. Alors évidemment, cela appelle à tirer quelques enseignements. Ils ont été déjà en partie exprimés. Le fait de se recentrer sur nos territoires, sans doute, sur sa population, ce que le musée dauphinois, dans une démarche écomuséale, faisait déjà depuis un certain nombre de décennies. Donc en soi, ce n'est pas une révolution des pratiques, mais bien un renforcement de ce vers quoi il faudrait tendre, sans doute. Le fait de pouvoir travailler davantage, encore sans doute, même si nous le faisons tous depuis longtemps, dans une démarche partenariale. Le fait de se mobiliser, de travailler collectivement, y compris dans des coproductions culturelles, plus que jamais, à la fois dans le domaine des expositions, mais aussi d'un partage de compétences qui touche tous les champs de nos musées, y compris celui de la gestion des collections naturellement. Économie de moyens donc, qui mérite d'être repensée à l'aune de la période que nous vivons. La notion d'éco-responsabilité dont on avait déjà parlé, Juliette, lors de précédents échanges, me paraît essentielle naturellement. J'ai eu la chance lundi de participer à une journée dédiée à l'éco-conception et à l'éco-réalisation des expositions. Et c'est vrai que tout le monde, toutes les personnes présentes, y compris le public et les intervenants, ont souligné la nécessité d'accélérer un processus d'éco-responsabilité dans le contexte que nous vivons, à la fois dans le domaine des expositions, mais finalement, cela rejoint, je le répète, tous les champs liés à nos métiers.
l'on voit évidemment avec une certaine réserve aujourd'hui de grandes productions, de grandes réalisations sur des temps très courts qui interrogent évidemment par les moyens qui sont engagés. Est-ce que la période que nous venons de vivre n'est pas le moment justement de réinterroger ces pratiques? C'est certain, c'est ce qui a été exprimé déjà avant moi et par beaucoup d'autres. La notion de solidarité qui va être apparemment le thème central du prochain cycle et me paraît extrêmement pertinent parce qu'on est au cœur des enjeux actuels. On le voit bien par la situation de fragilité dans laquelle se trouve un certain nombre de nos collègues de musées publics, de musées associatifs, y compris à l'étranger. Vous disiez vous-même, Juliette, à l'instant, qu'un certain nombre de musées aux États-Unis n'ouvriront plus jamais leurs portes. Donc, évidemment, tout cela nous interroge et il va falloir obtenir assez vite un premier bilan de ce qui se passe aussi à l'échelle de l'Europe de ce point de vue, et qu'il y a sans doute à tirer des enseignements du côté à la fois des grandes structures. Vous leur donnez la parole, c'est très bien, et puis je sais que vous êtes attaché aussi à des structures de taille plus petite ou moyenne. Je pense notamment aux écomusées qui sont dans cette démarche d'une économie de moyens, d'une éco-responsabilité depuis bien longtemps, et il me semble que nous aurions tort de nous priver de leur expérience dans la période que nous vivons. Voilà, je ne vais pas être plus long, de façon à ce qu'on ait un temps d'échange aussi, je l'espère, et vous remercie encore pour votre invitation. Merci Olivier. Je ne vais pas être longue non plus pour passer vite la parole à Annabelle. Je rebondis juste sur 2 mots. J'aimerais bien que ça ouvre la discussion après. Vous avez beaucoup parlé de partenariat. Vous avez cité ce mot de partenariat à plusieurs reprises dans votre intervention. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faudra qu'on puisse rediscuter. Peut-être ce sera l'un des sujets du prochain cycle. Éco-responsabilité aussi, bien sûr, c'est un des sujets qu'il va falloir qu'on arrive à aborder. Vous avez parlé aussi des aspects de veille sanitaire. Il y a beaucoup de choses dans votre discours qui méritent d'être repris dans le débat tout à l'heure. On n'aura pas beaucoup de temps pour débattre, mais il faut qu'on s'en garde un petit peu. Je passe la parole à Annabelle. Annabelle Ténez, vous êtes directrice des abattoirs du musée FRAC d'Occitanie. C'est une particularité, je crois, les abattoirs d'être à la fois un musée et un FRAC. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cet été? Comment les événements se sont organisés pour que vous puissiez passer cette dure période? Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Super, merci. Donc oui, je vais peut-être merci pour cette invitation et cet échange. Je vais peut-être justement faire un rappel sur cet aspect très particulier d'être à la fois un musée et un FRAC, donc un musée info régional d'art contemporain, puisque c'est le seul exemple en France, et en quoi ça nous change. Alors, dans les faits, ça ne nous change pas des missions d'un musée et d'un FRAC, mais par contre, ça irrigue notre manière de travailler, c'est-à-dire que lorsqu'on parlait du partenariat, ça fait que beaucoup de notre manière de faire est en co-construction. C'est-à-dire que les abattoirs, c'est une sorte de cité en soi, puisque là, par exemple, je vous parle de la bibliothèque des abattoirs, qui a aussi, et nous avons un auditorium de 200 places habituellement, donc beaucoup d'espace pour faire aussi des événements. Donc, nous avons un grand espace de collection et d'exposition, sachant que nous avons fait le choix depuis longtemps de ne pas avoir d'espace de collection fixe. Donc, nous faisons tourner notre collection permanente aussi comme une exposition temporaire. La spécificité des abattoirs, c'est donc cette co-construction qui fait qu'au jour J du confinement, eh bien, on avait 200 œuvres d'art en région. Et donc, on avait finalement un seul, on va dire, en termes presque, pas autant, mais un seul tiers de différence entre les œuvres qui étaient au musée et les œuvres qui étaient en région pour le FRAC au jour J. Ce qui était quand même un chiffre assez important. Et pour vous dire, en termes de fréquentation sur nos activités FRAC et musées, pour l'année dernière, on a eu 200 000 personnes sur le site des abattoirs via nos opérations en région
qui vont aussi bien des expositions dans les milieux scolaires, dans tout un ensemble d'endroits, hein, puisqu'on fait aussi des expositions dans les aéroports, on aide d'autres musées, dans les centres d'art, dans les bibliothèques, dans les monuments historiques, également parfois sur des péniches. Enfin, on a une diversité assez forte. On touche à peu près 200 000 personnes aussi. Donc, la moitié de notre public est à l'intérieur, la moitié de notre public est à l'extérieur, ce qui est une spécificité. Et ça nourrit aussi beaucoup le fait qu'on travaille énormément en partenariat, puisque l'ensemble des projets extérieurs aux abattoirs sont toujours co-construits. Donc, ce qui signifie qu'on mène une sorte de double activité permanente, d'activité sur site et en région. Et donc, ce qui fait qu'on a un flot continu d'activités, de montage, des montages, qui est quelque chose d'assez spécifique aux abattoirs, parce que ça fait qu'on a une grosse structure production-exposition qui, en fait, ne s'arrête quasiment jamais. Et donc, nous avons aussi cette co-construction dans les événements. Et c'est vrai que nos partenariats avec les festivals de Toulouse, avec beaucoup d'associations, sont une part très importante de notre travail qui aussi a été impactée. Et enfin, on va dire que nous, un des points aussi très importants, c'est le public, mais aussi les artistes, puisque les artistes sont au cœur également du musée d'art contemporain. Donc, quand on parlait des partenaires, évidemment, en tant que musée d'art contemporain et FRAC, on a été aussi beaucoup sollicité sur la question du soutien aux artistes, qui était un point important également pour nous. Donc, ce qui signifie que la première partie du confinement, une fois l'organisation faite comme tout le monde, on va dire que notre taux de déprogrammation était énorme. On a vraiment eu un premier mois avec un taux de report et de déprogrammation énorme, parce qu'on déprogrammait aussi bien sur le musée que les activités en région. Ce qui signifie que nos activités en région, c'est 40 expositions à l'année, et c'est environ une trentaine d'établissements scolaires, et c'est environ, selon le format, plus ou moins 10 expositions de collections et d'expositions temporaires sur le site des abattoirs. Donc, notre premier mois, on déprogrammait, reprogrammait, déprogrammait, reprogrammait, ce qui était quand même quelque chose d'assez important. Et sur la question du numérique, depuis longtemps, les abattoirs avaient pris le chemin du numérique, mais peut-être qu'on s'est aperçu qu'on s'était moins renouvelé qu'à une certaine période. C'est-à-dire que lorsqu'on a, comme tout le monde, on a basculé sur le numérique, on s'est dit à quel niveau de public on veut parler sur nos opérations numériques. Et pour nous, c'est très, très important de parler via le numérique, finalement, dans des opérations le plus simples possible. C'est-à-dire être à la fois dans un rythme régulier, mais être dans un rythme où on parlerait à un maximum de personnes et créer une sorte de régularité. Donc, par exemple, on a consacré le Twitter aux œuvres de la collection. On a consacré le Facebook à plutôt la pédagogie et l'histoire de l'art. Et avec une fois par semaine, une sorte de cours d'histoire de l'art à partir en fait, de ce qui était dans l'exposition actuellement des abattoirs. Et une fois par semaine, un atelier pédagogique dont le résultat de l'atelier pédagogique pouvait nous être envoyé par les enfants. Donc, l'idée, c'était que finalement, qu'on a un mur habituellement pour montrer les créations des enfants aux abattoirs, c'était de recréer ce mur qu'on a toujours dans l'espace d'abattoir de manière virtuelle et d'avoir un aller-retour. Et on s'est aperçu d'une certaine manière que même si on avait une activité importante sur numérique depuis longtemps, elle était évidemment aussi beaucoup basée sur l'information et qu'on pouvait aussi utiliser tout simplement des ressources qu'on avait déjà. Et sur la question justement de cette incarnation, c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup posé aussi, ce qui fait qu'on a créé de nouveaux formats qui restent aujourd'hui, qu'on va continuer de développer, qui sont des visites duo et donc des visites des expositions en duo, mais où on voit le médiateur. C'est-à-dire que c'est deux médiateurs qui se parlent en faisant la visite. Et de la même manière pour les ateliers à deux mains. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la programmation numérique qu'on va faire, c'est de l'incarner et pour avoir aussi ce retour participatif. Et un basculement pour nous, ça a été lorsque on a, puisque comme je vous disais, on faisait de la déprogrammation, reprogrammation, au point où, par exemple, comme nous travaillons énormément en partenariat aussi sur les expositions, il faut savoir qu'aucune de nos expositions de cet automne n'est une exposition qui est à l'endroit qui était prévue. Aucune n'est à la date qui était prévue, voire, comme vous disiez, on n'est pas au même rythme. On a des expositions qu'on a dû annuler parce que nos partenaires ne rouvraient pas et donc annuler le partenariat qu'on avait, ne faisait plus les expositions.
parce qu'on était tous à un rythme différent selon les continents avec lesquels on travaillait. Donc ça, c'était quelque chose d'assez troublant. Et en fait, notre basculement pour nous, ça a été qu'on a un programme qui nous tient très à cœur depuis 3 ans, qui s'appelle le programme Horizon d'eau, qui est un programme qui se fait le long du canal du Midi et qui est pour nous un des programmes très inclusifs par rapport aux populations. C'est-à-dire que dans l'idée que nous travaillons beaucoup sur des allers-retours, c'est-à-dire que les gens viennent aux abattoirs et que nous, on amène les œuvres des abattoirs vers les personnes. Et donc, ce programme sur le canal du Midi est fait d'une série d'expositions, mais aussi d'un partenariat avec un festival de musique, qui est une scène navigante sur une péniche. Et habituellement, nous commanditons une œuvre d'art pour cette péniche. Et donc, ça nous permet, avec ce festival, d'intégrer l'art contemporain dans le rythme habituel estival d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir le même jour, c'est ce qu'on fait le plus souvent, le même jour, on va vernir l'exposition d'art contemporain. Pour certaines étapes, il y aura même la fête du village, puis le concert. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on mélange les arts et du coup qu'on mélange les publics et d'intégrer à ce rythme de festivité de communes nos programmes. Et donc, ce festival et nous, on s'est retrouvés quand même très tristes de ces annulations et à un moment, on s'est motivés les uns les autres. Et donc, en fait, on s'est dit, on va faire ce programme quand même. Alors que l'ensemble des expositions n'existait plus et que la programmation était censée être en lien avec la saison africaine, donc n'existait plus. Et on a fait un appel à projet. On a fait un appel à projet aux artistes de la région en se disant qu'il fallait que les artistes soient là pour pouvoir créer, aussi en termes de soutien à eux, financier. Et en fait, on leur a dit, on ne sait pas exactement où il y aura le lieu d'exposition. D'ailleurs, ce sera en extérieur, mais on ne vous dit même pas où. Il y a tant de budget de production, il y a tant d'honoraires, vous êtes libre. Ce qui semble complètement très large, en fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a rencontré, grâce à cet appel à projet, des artistes qu'on ne connaissait pas sur la région. Donc, habituellement, on travaille peu en appel à projet, sauf pour un prix de jeune création que nous avons. Et là, d'un seul coup, il y a une partie de la scène, alors que pourtant, on l'arpente beaucoup, notre scène régionale, une partie de la scène qui s'est révélée. Qu'on ne connaissait pas et avec qui on a créé du coup 8 œuvres d'art. Et quand on dit que parfois on arrive à faire des choses dans des délais sur lesquels on n'arriverait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'évidemment pour faire des œuvres en extérieur, surtout le long du canal du Midi qui est classé, eh bien, il faut un certain nombre d'autorisations, aussi bien évidemment de VNF, de Voies navigables de France, des monuments historiques, des mairies, etc. On n'a jamais eu les autorisations en un temps aussi record, à part une œuvre sur un lieu. On a eu toutes les autorisations d'installation en extérieur, ce qui semblait assez fou. Et les concerts ont été modifiés en petite jauge par le festival et en même temps, avec un concert par jour dans un lieu qui était un lieu fermé où, par exemple, des cours d'EHPAD, des cours d'école, enfin de centres de loisirs. Et le premier concert, c'était quelque chose de très troublant, la première inauguration, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu de musique qui ne sortait pas d'une boîte. Qu'on n'avait pas vu une œuvre se créer alors que nous, on accompagne la production en permanence. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait de cette manière-là, mais qui a complètement, je dirais même en termes d'équipe, qui a changé notre dynamique au milieu du confinement. Parce que d'un seul coup, on gérait plus uniquement, évidemment, tout ce qu'on doit gérer, c'est-à-dire de l'annulation, des jauges pour arriver à faire venir les gens, comment arriver à tout ce que vous avez décrit, à faire des visites, etc. Mais d'un seul coup, on était passé dans finalement on crée quelque chose de nouveau, on ne savait pas bien si ça allait marcher, on va dire qu'on a une forme de chance du débutant, de conjonction, etc. Toutes les œuvres ont duré jusqu'à septembre, aucune n'a été abîmée. Alors dans l'espace public on sait très bien qu'il y a toujours des risques et en tout cas pour nous, à partir du moment pour le festival et nous, on a réussi à via ça, recréer le lien avec les artistes et avec le public et à ressortir du musée comme on faisait d'habitude, parce que quand on parlait de résilience, moi, il y a une chose sur laquelle je ne veux pas de résilience, c'est que je me souviens très bien du jeudi avant la fermeture des abattoirs, où on avait les expositions qui étaient bien fréquentées,
où on était en partenariat avec un festival de flamenco et on avait un incroyable jeune pianiste de flamenco. Et l'après-midi, on avait un groupe de femmes avec lesquelles on avait travaillé pendant plusieurs semaines dans l'exposition de Laure Prouveau, qui étaient des femmes venant des quartiers prioritaires de la ville, qui n'avaient jamais vu un musée, qui ne savaient pas c'était un musée et qui, au bout de quelques semaines, se sont complètement appropriés le musée, ont créé leurs propres œuvres et sont repartis avec des billets pour toute la famille. Et moi, je ne veux pas avoir la résilience de ce jour-là, parce que, par exemple, un de nos gros regrets, c'est que la question, par exemple, du numérique, elle ne nous permet pas de continuer ce travail de terrain. Ce travail dont je vous parle avec les femmes, avec ces femmes des quartiers, on le fait évidemment avec beaucoup d'autres personnes via les relais associatifs. Et en fait, le numérique, c'est très bien pour continuer à conserver le public avec lequel on a l'habitude de travailler, qui vient chez nous. Mais pour nous, ça a été un grand regret de se dire qu'à partir du moment où nos relais associatifs sautent, puisque eux-mêmes n'arrivent plus à se maintenir sur place du fait du confinement, alors nous avons beaucoup de mal à faire cette action sociale qui est essentielle dans nos structures. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas trouvé de solution encore, sur lesquels on réfléchit, mais si on avait une solution, on la partagerait tout de suite. C'est comment est-ce qu'on garde ce lien d'action sociale d'élargissement du public lorsque justement on réduit la jauge, parce que le risque de la réduction de jauge, c'est de parler au public qui est déjà le nôtre, avec qui nous devons parler, qu'il est important de maintenir, qui a besoin qu'on le nourrisse. Mais comment est-ce qu'on continue à traduire dans les faits cet élargissement du public? Ça, c'est la chose qui nous questionne le plus actuellement et sur lequel on n'a pas de réponse. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je crois que j'ai... Oui, pour l'instant en tout cas. Merci Annabelle. C'est vraiment très très intéressant et très encourageant de vous entendre parce qu'on entend, je sais, beaucoup de choses en direct et beaucoup de choses entre les lignes dans ce que vous dites. Et en tout cas, je retiens, mais c'est ma lecture, bien sûr, les autres n'ont peut-être pas entendu la même chose que moi, que vous disiez rien n'était comme prévu, tous les verrous ont sauté, quelque chose comme ça. Comme si finalement, effectivement, il y avait eu des opportunités de créativité et de mise en place de choses qui ne se mettaient pas en place dans une situation moins adverse. C'est intéressant, on y reviendra sûrement. Je voudrais passer la parole en la remerciant de nous avoir rejoint à Marie Lavandier, la directrice du Louvre à Lens. Chère Marie, donc vous n'étiez pas là avec nous, mais vous avez entendu Annabelle, qu'est-ce que peut-être vous avez envie de réagir à ça ou de nous apporter témoignage de ce qui se passe. Il s'est passé tellement de choses au Louvre, on vous a beaucoup suivi sur les réseaux sociaux au Louvre à Lens. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Excusez-moi, je ne pouvais pas être avec vous avant, mais j'avoue que le thème de la réunion sur la résilience m'a évidemment pas mal parlé. Je ne vais pas revenir, notamment à la suite d'Annabelle, et puis à la suite des réseaux sociaux et des organes de presse qui ont eu la gentillesse de s'intéresser à ce qu'on faisait pendant et après le confinement. Oui, le Louvre-Lens est vivant. Je vous avais parlé de ce qu'on a fait pendant le confinement pour rester en contact avec le public. J'avais aussi évoqué finalement la chance qu'était pour le Louvre-Lens sa jeunesse pas comme les autres. C'est un musée de combat, c'est un musée de résilience. C'est un musée qui a été créé par et pour un territoire en situation de crise immense, qui a eu la beauté d'esprit, la générosité, le courage politique aussi de miser sur la culture pour signifier son redémarrage. Et donc tout ça, je pense, ça nous a beaucoup aidé à rester en vie et surtout à rouvrir vite, à rouvrir dès le 10 juin. Mais sur la base d'un dossier qu'on avait préparé depuis déjà un mois et qui nous avait valu une dérogation de réouverture. Donc, on eût été autorisé à réouvrir, quoi qu'il en soit, à ce moment-là par le préfet. L'été s'est passé correctement, on a eu du monde, on a eu un mois d'août meilleur que l'année dernière, on a eu en revanche, moi j'aime mieux parler toujours de ce qui va bien, mais un mois de juin, un mois de juillet en dessous de l'année dernière, on a eu un mois de septembre à moins 20% à peu près, mais effectivement, surtout quand même, derrière tout ça se cache 110 000 entrées depuis notre réouverture en juin, se cache un public qui est revenu dès le premier jour
se baigner dans la galerie du temps. Et donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui porte fondamentalement. Se cache aussi le fait qu'on a revu la totalité de nos propositions. Même la moindre action de médiation a été repensée en fonction du contexte particulier et pas seulement, vous l'imaginez bien, sous l'angle des mesures sanitaires, mais aussi sous l'angle des contenus. En réfléchissant là très rapidement à ce thème, et vous m'excuserez de ne pas avoir eu le temps de me préparer, mais je me disais que derrière cette question de la résilience, je vous disais d'abord deux choses. La première, c'est que je trouve que dans l'acte de résilience, parce que pour moi, fondamentalement, c'est un acte, il y a quand même effectivement deux dimensions. La première, c'est l'action. Je crois que ce qui nous sauve, notamment dans ce monde d'incertitude là, auquel on fait tous face, c'est d'agir, c'est d'avancer, c'est d'avoir le courage de poser des gestes, des actions nouvelles, de poser des programmations nouvelles, de changer, de s'adapter, mais voilà, d'être actif et d'être combatif, parce qu'il faut l'être pour retrouver le public à toute force, et puis parfois pour retrouver aussi nos moyens au sens le plus strict du terme. Je parle des moyens financiers sans lesquels on est quand même assez vite en grande difficulté. Le musée du Louvre-Lens a perdu pendant la période plus de la moitié de son budget d'action, pour vous donner une petite idée. Et puis je me disais que la résilience, c'est aussi et surtout quand même, je trouve fondamentalement un état d'esprit. Et que ça, je pense que quand on travaille dans le monde culturel et dans le monde des musées, on a la chance d'être en contact en permanence avec des objets du passé dont finalement nous racontons l'avenir. Nous, hommes et femmes qui vivons aujourd'hui, nous les musées aussi, nous le patrimoine, nous la culture, nous la chance de vivre. Il y a ce rapport au temps, ce rapport aussi aux crises du passé, à l'histoire, qui doit nous donner la force d'avoir cet esprit très, 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 très positif qui, me semble-t-il, fonde la résilience. Et puis ensuite, j'ai regardé très rapidement sur mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait une définition de la résilience qui m'a beaucoup intéressée, qui est être résilient, c'est prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou à ne plus vivre dans le malheur, etc. Et je trouve que ce prendre acte, il est extrêmement important. Et je trouve que dans le monde qui est le nôtre depuis quelques semaines, se prendre acte, parler d'eux, mettre des mots, mesurer aussi et dire l'état dans lequel la crise nous a laissés. Échanger avec nos équipes. Nous, on a organisé des séminaires tout de suite après le déconfinement, séminaire de direction et surtout un séminaire avec l'ensemble de l'équipe d'une journée entière pour justement que les mots puissent être posés et qu'on puisse se projeter à nouveau. Je pense que cette étape-là, il ne faut pas en faire abstraction, y compris institutionnellement et vis-à-vis de nos publics. Donc, je pense, par exemple, à un festival de danse qu'on va programmer dans quelques semaines, qui a dû prendre place au printemps, en principe, et dans le cadre duquel un chorégraphe va faire une pièce qui s'appelle 4 mètres carrés sur justement inspiré directement de l'expérience du confinement. Donc après, je voyais les différentes étapes, actions, je vous le disais, exprimer, partager, c'est clair, dire. Je voyais cette phase de la révolte, souvent, qui suit le traumatisme avant la résilience, à laquelle, là encore, bon, moi j'aime beaucoup la révolte, je trouve que c'est un sentiment très, très positif, voilà, germinal, et je pense que c'est quelque chose à quoi justement la culture peut donner, peut offrir une scène. Le rêve, le défi, là encore, c'est un peu notre savoir-faire. Bon, le déni souvent, mais faut en sortir assez rapidement. Ça, je pense que c'est pas une bonne recette. L'humour et évidemment la création, la créativité. Et là, on a encore une fois beaucoup de choses. Pour finir, peut-être deux choses. La première, c'est que je crois que c'est important d'accepter l'incertitude et d'accepter la vulnérabilité dans laquelle ça nous met. Je crois que la résilience, ce n'est pas l'invulnérabilité, c'est un petit peu le contraire. Et en tant qu'institution, savoir dire aussi, ne pas être toujours triomphaliste, dire
ses difficultés, dire ses manques, dire ses envies, dire c'est quelque chose qui est très important pour nos institutions et pour nous-mêmes en ce moment. Savoir aussi demander de l'aide quand c'est nécessaire. Enfin, je parle à tous les collègues, je sais ce que c'est que d'être, par exemple, au sein d'une collectivité et d'hésiter parfois ou de ne pas penser qu'on peut demander de l'aide pour notre institution. Je pense qu'il faut être assez clair sur la situation des musées. Ça, je sais que l'ICOM s'y attache et je les en remercie fondamentalement. Et puis, en même temps, si j'ose dire, ce réalisme de l'espérance qu'est la résilience. Hein. Donc, construire avec ce qu'on a, ce qui est, ce qu'on sait aujourd'hui, recommencer à construire l'avenir. Peut-être une dernière chose qui est pour moi un enseignement majeur, de toute façon de la vie en général, c'est que il faut savoir interroger le modèle, il faut savoir s'adapter. Et là, je crois qu'avec l'expérience qu'on a vécue et qu'on est toujours en train de vivre d'ailleurs, il faut vraiment aussi parfois savoir changer, parfois savoir oser. On en est très récompensé. Je pense au festival de piano qu'on vient de tenir, Musée Piano, avec la réouverture des salles de spectacle qui n'était pas évidente. On a choisi de le faire, les artistes étaient là, on les a invités plus nombreux pour pouvoir multiplier les concerts. On a inventé des trucs un peu fous. On a fait un concert dans l'aire de livraison du Louvre-Lens, par exemple. On a essayé de... Et surtout, la générosité répond à la générosité. Les artistes nous ont fait cadeau pour pouvoir être 27 en tout à jouer pendant ce festival. Parfois de tout, parfois d'une très grande partie de leur cachet pour pouvoir être avec nous et qu'on puisse tenir ce festival. Voilà en quelques mots, peut-être indépendamment des actions nombreuses qu'on mène, mais peut-être quelques messages. Loin de moi l'envie d'être je sais pas, faire preuve d'absence de modestie, mais vraiment l'envie de partager avec vous ces quelques éléments de réflexion sur ce que, à mon avis, doit être la philosophie d'action ou parfois d'inaction d'ailleurs des périodes qu'on traverse. Merci beaucoup Marie Lavandier de ces mots qui pourraient être une conclusion tellement ils sont porteurs ils rassemblent après ce débat, mais j'allais vous proposer qu'on se garde, même si le temps de notre Zoom est quasiment clos, comme on a commencé avec 10 minutes de retard, je vous propose qu'on garde quelques minutes parce que vous avez relativement peu eu le temps de prendre la parole dans la salle et que c'est peut-être quand même un moment qu'il faut vous laisser. Je garde juste, après vous, Marie, l'envie de m'arrêter sur quelques mots, ceux que vous avez prononcés, ceux que j'ai entendus tout à l'heure, peut-être un peu les mots du confinement. On s'amusera peut-être à un moment à faire les mots du confinement. Ça vaudra certainement le coup. Résilience en est certainement un. Vous avez dit courage et je crois que ça va avec cette notion de confinement. Vous êtes allé regarder la définition, j'avais jeté un œil aussi et je pense que oui, ce mot de courage a toute sa place dans un débat comme celui-là et dans une profession comme la nôtre, parce que je crois qu'on peut dire que les professionnels des musées ont fait preuve de courage, qu'il n'y a eu aucun temps mort entre le moment où il a fallu fermer les musées et le moment où chacun a pris à bras le corps tout ce qu'il pouvait, le numérique, le télétravail, etc. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui restera dans l'histoire du confinement. Et j'aime bien ce mot de courage. Puis dans
les autres mots qu'on a beaucoup entendus, moins aujourd'hui que peut-être avant, on parlait de la fin du productivisme avec une sorte de ouf de soulagement. Sylvie Ramon a peut-être été la première à le prononcer, mais beaucoup avaient ça dans la tête. Elle l'a dit d'une manière qui a résonné, qui a sonné juste, je crois. L'éco-responsabilité, je crois qu'aussi, c'est une chose qui était dans la tête comme ça un peu de tout le monde. On se dit tous plus ou moins un peu éco-responsable, mais au fond, on voit bien que ça ne sera plus un mot, ça sera une réalité du musée d'après. On n'a pas entendu parler du musée d'après, et je pense qu'effectivement, ça, c'était volontariste, et maintenant, on passe dans le fait de prendre des actes, plus d'avoir du volontarisme. Il va falloir devenir éco-responsable. Il va falloir aussi partager, mutualiser, monter des partenariats, comme le disait Olivier, s'inventer. Je crois que toutes ces choses-là vont nous arriver, et notre cycle sur les solidarités permettra d'aborder toutes ces questions, parce qu'au fond, derrière l'intitulé solidarité, on peut mettre tant de choses, et en particulier des choses qui se passent entre les gens. Et comme vous l'avez dit, Annabelle, je crois que c'est vous qui avez dit, on s'est motivés les uns les autres. Je l'ai noté comme si c'était quelque chose de très nouveau. Merci de toutes ces interventions. Je voudrais passer la parole aux uns et aux autres. J'ai vu quelques fidèles, quelques visages fidèles parmi vous, sans vouloir forcer les uns et les autres à prendre la parole. J'aimerais que certains d'entre vous interviennent. Peut-être Sophie Bichler qui est avec nous comme à chaque fois. Est-ce que sur ce dernier cycle, Sophie, tu as envie de dire un petit mot? Ou Claire Merleau-Ponty, on a beaucoup parlé de médiation au début du cycle. J'ai vu que Sophie Aran est avec nous aussi, Émilie. Si vous avez envie d'intervenir, c'est le moment. On reste ouvert encore au moins une dizaine de minutes si vous le voulez, pour se rattraper de notre démarrage un peu plus difficile que d'habitude. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, je vois que Sophie a mis sa caméra, donc j'en déduis que tu veux bien prendre la parole. Puisque tu m'y invites, merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. C'est difficile de prendre la parole après Marie Lavandier, mais je vais partager aussi humblement quelques initiatives qu'on a. Je dis initiative parce qu'en fait, on se cherche, on se teste pour la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte. On est dans une période nouvelle où il faut se réinventer. Alors, on a conduit des festivals. Nous, ce qui fait notre caractéristique, c'est bien sûr, c'est toucher, voir, toucher et faire. Aujourd'hui, toucher dans ce monde de contraintes, c'est quand même assez compliqué. Mais puisque c'était notre ADN, on a décidé de ne pas y renoncer. Et du coup, on a organisé un festival sur l'odorat. Le thème était prévu depuis longtemps et resté audacieux. Et ce qu'on a fait, c'est il était en ligne et en physique, dans des capacités de jauge réduites, fortement bien entendu. Et on a envoyé des kits celles et ceux qui s'étaient inscrits en ligne, de sorte qu'ils puissent, derrière leur écran, continuer à avoir cette expérimentation qui fait une des spécificités de la Cité des sciences et de l'industrie, comme du Palais de la découverte. On a eu un succès certain qui reste. Il y a d'autres conférences aussi qu'on fait en ligne avec moins de succès. Donc voilà, on continue à chercher, à tester, à vouloir garder le lien avec nos publics, et toutes les bonnes idées qui, comme France, nous permet de partager sont une richesse immense. Donc, merci à toutes et tous de vos témoignages. La période n'est pas facile, elle demeure pas facile dans toutes les zones qui sont maintenant presque toutes écarlates. Nous accusons aussi, comme beaucoup de musées, une forte défection des publics scolaires qui aujourd'hui avec un taux de réservation assez faible. On accueille des groupes dans la capacité de notre jauge. Il y avait ce week-end la fête de la science et on était sur site à 98% de notre jauge. Donc, c'est que le public répond présent, mais dans des proportions plus réduites. Donc, voilà, on continue à s'inventer, à innover pour garder le lien avec les publics. Et merci à toutes et tous. Merci Sophie.
Alors, je crois que j'ai vu une main se lever, mais je n'en suis pas certaine. Vous pouvez prendre la parole ou bien mettre un message sur le chat si vous voulez parler. Allez-y. Non, j'ai rêvé en voyant des mains se lever. Sophie Aron, ça vous dit de dire un petit mot de l'expérience du musée Magnien? Ou Valérie Luquet, peut-être sur le thème de la résilience. Vous êtes à Bouclier Bleu, peut-être que vous avez envie de dire comment ce mot résonne pour un organisme qui va au chevet des établissements et des monuments qui vivent des choses terribles. Oui, Juliette, pardon, c'est Sophie. Je pense que vous ne m'entendiez pas. Oui, je vous entends. Oui, voilà. Je suis désolée, en fait, je passe d'une chose à l'autre avec des conservateurs-restaurateurs qui sont présents au musée. Donc, du coup, j'ai entendu qu'un tout petit bout. Donc, je suis sans doute pas la meilleure pour intervenir maintenant parce que je ne vous ai pas vraiment entendu. Donc, je ne sais pas si Valérie est là. Peut-être qu'elle peut prendre la parole et puis je veux bien rebondir après, éventuellement, si vous voulez. Votre micro, Valérie, votre micro, Valérie. On ne vous entend pas, Valérie. On ne vous entend pas. Alors, reprenez la parole, peut-être Sophie, en attendant que Valérie coupe son micro. Oui. Ce que je peux peut-être dire, c'est qu'effectivement, sur cette question de la résilience et sur notre capacité de résistance, c'est vrai que je pense que finalement, les choses ont été plus simples dans les tout premiers temps de l'après-confinement pour nous. Je crois que ce qui est difficile, en fait, c'est de l'incertitude de l'avenir et le fait qu'on ne sache pas du tout pour combien de temps encore ces situations un peu bancales, complexes. Effectivement, le retour très partiel et très ponctuel des scolaires, le fait que toute l'organisation de la moindre manifestation est quand même très compliquée pour nous. Parce que les jauges sont limitées, parce que les agents aussi sont quand même dans des situations de fragilité, mine de rien, ils ont quand même des peurs aussi nouvelles. Tout ça intervient dans notre capacité à envisager l'avenir. Donc, on a des idées, on a des envies, mais on a aussi des freins. Et je pense qu'on on a tous besoin plus que jamais d'échanges pour savoir ce que les uns et les autres réussissent à faire, dans quelles limites. Comment on se réinvente effectivement sur certaines choses auxquelles on ne songeait pas forcément et que c'est dans le dialogue et l'échange qu'on arrivera peut-être à passer plus facilement cette période compliquée intermédiaire, puisqu'on ne connaît encore une fois pas la fin finalement de cet épisode si difficile à vivre et que tant que ces incertitudes sont présentes, notre activité sera inévitablement impactée par ces moments si complexes. Merci Sophie, c'est extrêmement juste ce que vous dites. Est-ce que d'autres ont envie d'intervenir? Je vois quelques visages qui se sont mis à l'écran. Laure Armand Desrouville, allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Simplement pour le contexte, j'accompagne des musées dans la rédaction de leurs projets scientifiques et culturels. Ce que j'ai pu observer pour voir le bon côté des choses, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup de mauvais, c'est que la situation semble parfois confirmer des tendances ou des idées que les musées avaient dans leurs projets, justifiées parfois par des questions d'économie ou de manque de RH. Mais la question de l'éco-responsabilité qui revient sur le devant de la scène permet de confirmer un petit peu ces opportunités, ces possibilités. Deuxième côté positif aussi, c'est que parfois, il semble y avoir des nouvelles opportunités qui se créent vu la situation avec la diminution du tourisme international qui offre aussi de nouvelles options sur le tourisme local et sur le développement de nouvelles offres pour les musées. Donc, je voulais simplement montrer ce côté positif qui existe aussi.
Merci. Alors, c'est très précieux aussi. Est-ce que d'autres veulent intervenir, que j'essaye de regarder? Vous pouvez aussi essayer de prendre la parole sur le chat si vous voulez. Valérie, toujours, ça marche pas le micro, apparemment. Bon, je suis navrée. Vous pouvez mettre un petit message sur le chat si ça vous tente, on pourra le lire. Je regarde si je vois des visages qui me demandent la parole. On a dépassé un petit peu notre temps, ce qui n'a pas d'importance pour nous, mais ça en a peut-être pour vous. Est-ce qu'il y a quelques mots de la fin que vous avez envie d'exprimer? Je continue de parcourir. Non, mais alors, je vous propose qu'on arrive à la fin de notre séquence, qui est aussi la fin de ce cycle. Je me répète pour ceux qui sont arrivés en cours de cycle, pardonnez-moi ceux qui m'ont déjà entendu, mais il me semble que ça a été intéressant d'avoir ces temps d'échange à échéance régulière dans un temps donné entre nous, que c'est une forme qui a permis vraiment des contacts assez simples. Et au fond, c'était notre dernière séquence parce qu'on pensait tous, avec un optimisme un peu béat, qu'en octobre, ce Covid serait derrière nous, que tout cela serait mauvais souvenir et qu'on serait déjà en train d'en faire l'histoire. Puis force nous est de constater que non, que vous êtes plusieurs à avoir évoqué la dureté des zones rouges. À Paris aussi, on est zone rouge, on ne sait pas très bien où on va les uns les autres. Donc, ce besoin de résistance, courage qu'il nous faut trouver pour inventer sans cesse des formes qui sont des formes de travail. On a la chance presque tous de pouvoir continuer à travailler, quelquefois à distance, mais en tout cas, nous savons que nous avons un travail à faire et à venir. Nous avons aussi un devoir à l'égard de nos publics. Je crois que finalement, ces formes de communication sur des plateformes numériques ont un peu nous ont sauvé de la déprime ou de l'excès de tristesse pendant ce confinement. On a inventé des formes. Elles préexistaient peut-être, mais en tout cas, elles ont trouvé le moyen d'exister et d'être présentes. On a été très présents dans tous les foyers, finalement. Et je crois que ça, il faut le continuer. On est tous extrêmement impatients de retrouver les publics, de retrouver le contact, de retrouver le physique. Comme tu disais, Sophie, c'est peut-être pas pour demain. On vise tous à ça. C'est ça peut-être qu'il faut qu'on essaye de débattre entre nous dans l'année qui vient. Je crois que c'est pas pessimiste, c'est au contraire un optimiste de se dire que pendant toute l'année, on va pouvoir avoir ces réunions peut-être mensuelles, peut-être pas bimensuelles. On voudrait pouvoir intercaler des réunions physiques si nous en avons la possibilité, si la maladie nous en laisse le loisir. Mais en tout cas, on va donc relancer ce cycle sur le thème solidarité qui laisse vraiment place à énormément de sujets, notamment à certains que vous avez abordés, j'ai rebondi dessus, l'éco-responsabilité, etc. Mais même cette question de l'organisation du travail, je crois que dans les solidarités, il y a les solidarités qui se sont jouées dans le monde du travail, qu'un des premiers sujets qu'il va falloir qu'on aborde, c'est comment on est en train d'inventer des nouvelles formes de travail qui laissent place à tous, à ceux qui peuvent venir au travail, à ceux qui restent chez eux, à ceux qui, on l'avait vu la dernière fois, ont des métiers qui sont plus précaires que d'autres. Tout ça, c'est des solidarités qui vont se nouer. On attend un peu vos propositions. On a plein d'idées naturellement, notamment les solidarités entre musées beaucoup plus atteints sur le plan budgétaire que d'autres, et notamment peut-être les musées de nos pays protégés avec les musées de pays du monde qui sont en totale
fermeture à l'heure actuelle ou en risque de totale fermeture. Il va falloir qu'on s'adresse à eux et qu'on leur tende la main aussi. Et là, je crois qu'ICOM a un rôle à jouer, qu'ICOM France a un rôle à jouer, ICOM International aussi, d'aller vers ses collègues. Voilà, c'est peut-être un peu le mot de la fin. Je vois que c'est maintenant que certains d'entre vous se servent du chat. Continuez encore quelques minutes si vous avez des propositions. Vous avez compris qu'il y a plein de manières de vous adresser à nous pour nous faire des propositions, notamment juste simplement mettez un email sur icomfrance@wanadoo.fr si vous avez envie qu'on parle d'un certain nombre de choses, ou ouvrez notre site, allez dans la rubrique contact, ne vous embarrassez pas de formes, de formules de politesse alambiquées, allez-y droit au but, vous l'avez tous dit aujourd'hui, les verrous ont sauté, donc dites-nous très simplement de quoi vous avez envie qu'on parle sur ce Zoom. Voilà. Valérie dit que son micro refonctionne. Valérie, est-ce que vous avez envie de dire un mot du coup, si ça refonctionne? La parole est à vous, je vous passe la parole. Et ensuite, après vous, on s'arrêtera. Eh bien non, Valérie, on ne vous entend pas. Ah là là. Et non, c'est silence à bord. La prochaine fois, sans faute, on vous invite lors d'une prochaine séance à nous dire ce que vous auriez voulu nous dire aujourd'hui. Au revoir à tous. À bientôt. Merci de votre présence. Bonne fin de journée. Merci Juliette, au revoir.